Auditrices, auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Lorsque le maire de la ville de Cotonou avait récemment excellé dans des dons de casques aux populations béninoises, où qu'elles se trouvent sur l'étendue du territoire national, son souci responsable et patriotique était et est encore d'aider les Béninois à se préserver des drames, des accidents de circulation où des têtes humaines se fracassent sur le goudron et les pavés à moins de causer des traumatismes crâniens ou des fractures d'os, etc. Dieu même sait que des cas multiples et multiformes sont reçus en traumatologie à la bienveillante attention des traumatologues professionnels, compétents, à l'image du professeur Hans Moevi Aristote. Heureusement pour le Bénin d'avoir des cadres comme ça. Et vous l'entendrez dans un instant présenter la science de la traumatologie. Et puis, vous prendrez le pouvoir de la parole pour vos préoccupations dans cette discipline médicale. Merci de votre sympathique attention. Parole du spécialiste. Bonsoir encore une fois, professeur Hans Moevi Aristote. Bonsoir et bienvenue dans ce studio. Bonsoir, monsieur Bewa. Merci de m'avoir invité. Et je profite pour saluer les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent en ce moment. Oui, Hans, un nom déjà célèbre ici à Radio Cotonou, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Hans Kofi, le métronome d'une de nos émissions ici, Cotonou sous pression. Vous n'avez jamais entendu parler de lui. Hans Kofi. Non, je n'ai pas cette chance. Vous êtes togolais, professeur? Je suis béninois. Bon, vous êtes béninois. D'accord. Parce que quand j'entends Moevi, ça me rappelle un ami togolais à Lomé. Lawson Moevi, par exemple, non, ça ne vous dit pas grand-chose. Non. Oui, non, c'est pas ça. directement. Ah bon, d'accord. Très bien, nous allons entrer dans le vif du sujet, professeur, et puis formalité d'usage, présentation du spécialiste, de notre invité, donc qui va se présenter, expérience, parcours, de façon brève, naturellement. Donc vous allez vous présenter, vous officiez à tel ou tel endroit, dans tel hôpital, votre parcours et tout. Bon, je ne veux pas vous... Enfin, je ne dirais pas, vous gêner à vous demander quelles sont les études, parce que vous demandez à un docteur, un professeur, quelles sont les études qu'il a faites. C'est peut-être trop lui demander, mais il serait intéressant que les auditeurs sachent que l'invité qu'on leur a amené aujourd'hui n'est pas n'importe qui. Professeur. Oui. Je vous remercie pour cette introduction. Qui ne laisse aucune chance à ma modestie. Ah oui. Bon, alors, vous me demandez de me présenter. Je suis médecin, je suis chirurgien et je suis spécialisé dans le traitement des lésions traumatiques de l'appareil locomoteur. Pour être plus simple, je peux dire que ma spécialité consiste à prendre en charge les patients qui présentent des blessures dues aux accidents. Voilà. Toutes sortes d'accidents. C'est cela. Les accidents de la voie publique, oui, dont vous venez de parler. Voilà, en introduction. En introduction, en faisant allusion au casque. Oui, voilà. Mais aussi les accidents de travail, oui, qui peuvent survenir sur les chantiers, sur des lieux de travail. Oui. Il y a aussi des accidents domestiques. Voilà. On peut être en présence de quelqu'un qui a glissé sur les carreaux dans sa salle de bain, oui, qui tombe sur son genou et qui fait une fracture, ou encore une personne qui, en descendant les escaliers, fait un faux pas, oui, et se fait soit une entorse,
soit une fracture de la cheville. Voilà à peu près des circonstances dans lesquelles surviennent les accidents. Il y en a plusieurs autres, mais j'ai voulu citer celle-là pour illustrer mon propos. Donc toutes ces blessures qui surviennent à la suite d'un accident relèvent de mon domaine et donc ce sont les spécialistes comme moi qui prennent en charge ces patients, qui règlent ces problèmes et qui soulagent les malades de leurs blessures par des méthodes évidemment appropriées à chaque type de blessure qui survient. Très bien, très bien. Alors il n'est pas superflu que je vous demande en même temps que recouvre la science de la traumatologie. C'est vrai que vous avez déjà effleuré ça un peu, mais est-ce que vous pouvez nous dire concrètement? Vous en avez un peu ébréché tout à l'heure. Voilà. Oui. Qu'est-ce que ça recouvre, cette science-là? Alors, la science de la traumatologie est assez vaste. Bien qu'il s'agit d'une spécialité chirurgicale, c'est-à-dire que nous ne faisons pas toute la chirurgie, voilà. Mais malgré ça, c'est relativement vaste. C'est ça. Puisque nous devons apprendre à connaître le corps humain, l'anatomie du corps humain. Très bien. Pour pouvoir restaurer cette anatomie qui sera dérangée par un accident. C'est ça. Lorsque quelqu'un a une fracture de l'avant-bras et que les os sont déplacés et ne sont plus dans leur position initiale, il nous appartient de redresser l'os, de le réajuster, de l'aligner pour qu'il reprenne sa position initiale. Donc il faut connaître l'anatomie à la base. Très bien. Ensuite, il faut connaître un peu de l'accidentologie, c'est-à-dire les mécanismes par lesquels se produisent les lésions, les circonstances dans lesquelles surviennent les accidents. Il faut s'intéresser à l'énergie cinétique qui touche le corps humain et qui va provoquer ces lésions-là. Et donc, toutes ces informations concourent à permettre aux chirurgiens de pouvoir analyser la gravité ou la simplicité du cas qui se présente à lui. Ensuite, il faut avoir des connaissances en radiologie, puisqu'il faut savoir lire les clichés radiologiques que nous demandons pour pouvoir faire les diagnostics, pas seulement les radiographies, les scanners, les imageries par résonance magnétique, les échographies. Nous devons pouvoir les analyser pour pouvoir poser des diagnostics précis, ce qui nous permettront de corriger les blessures qui viennent à nous. Il faut alors savoir traiter. Pour traiter, il y a plusieurs types de méthodes. Il y a des méthodes avec le plâtre qu'on peut mettre en place pour maintenir une fracture, un os en bonne position et permettre sa consolidation. Mais il y a aussi les méthodes chirurgicales où nous pouvons ouvrir le corps humain pour aller retrouver l'os, le redresser, l'aligner et mettre du matériel, des implants métalliques, du fer, des vis, des clous et des broches pour maintenir l'os dans la meilleure position et favoriser la consolidation comme cela se doit et ainsi restaurer l'anatomie qui aura été dérangée par le traumatisme. C'est cela. Alors, je voudrais vous demander quand même, quelles sont les pathologies? Là, vous pouvez peut-être les citer de tête. Bon, on ne va pas les citer toutes. Je dis quelles sont de façon un peu précise, quelles sont les pathologies qui viennent vers vous et quelles sont celles qui sont fréquentes, celles que vous recevez fréquemment. Bon, pour qu'on ait quand même une vue sur... Bon, c'est vrai, on a parlé d'accidents, vous avez parlé de beaucoup de choses là, mais je crois, quelles sont, de façon un peu précise, les pathologies que vous recevez dans l'intervalle d'un mois, par exemple, vous en recevez, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler très brièvement? Alors, les lésions les plus fréquentes que nous recevons, ce sont les fractures. Voilà. Beaucoup de fractures. Et c'est dû aux accidents de la route. Et il faut dire que les fractures du membre inférieur ou membre pelvien sont les plus fréquentes. Voilà. Pourquoi? Parce que dans la circulation, chez nous,
nous avons beaucoup de motos, beaucoup de motocyclistes C'est cela. qui circulent Voilà. et qui rentrent en collision avec des automobiles, donc avec des voitures, Oui. ou encore avec des camions et avec des autobus. Voilà. Et le motocycliste n'est pas protégé. Son corps entre en collision avec l'obstacle. Alors que si vous êtes en voiture, c'est la carrosserie de la voiture qui reçoit le choc avant que le passager ne ressente les effets de l'énergie cinétique dont je parlais tout à l'heure. C'est cela. Donc les motocyclistes sont très exposés. Nous recevons beaucoup de fractures des membres inférieurs, des fractures de la cuisse. L'os de la cuisse, on l'appelle le fémur. Oui. Cet os se casse souvent. Nous recevons des fractures, des blessures au niveau du genou, parce que vous imaginez un motocycliste sur sa moto, il a les jambes pliées, c'est le genou qui est devant. Oui. Donc le genou est souvent le point de choc le plus fréquent. Et ensuite, nous avons des fractures de la jambe. C'est En ça. dessous du genou, entre le genou et la cheville, on a la jambe avec le tibia. Et malheureusement, l'os du tibia est directement sous la peau. C'est un os qui n'est pas recouvert de chair. C'est ça. Et donc, le moindre choc fait que c'est le tibia qui prend toute l'énergie cinétique et donc il se fracasse très facilement. Et pire, lorsqu'il y a une fracture de jambe, dans à peu près la moitié des cas, il y a une blessure cutanée. La peau est ouverte. Il y a une plaie qui est juste en regard de la fracture. Ce qui fait que les saletés de l'environnement, les saletés le sable qui est sur la route, la poussière et tout ça là, va rentrer dans la fracture et apporter les microbes à l'intérieur du foyer de fracture. C'est un élément de gravité supplémentaire C'est ça. puisque l'infection est rapidement déclenchée. C'est cela. Très. Voilà les lésions les plus fréquentes. Nous avons aussi souvent des traumatismes du crâne. Voilà. Mais il faut reconnaître que récemment, depuis qu'il y a une campagne qui oblige les motocyclistes à porter le casque, les traumatismes graves du crâne ont diminué nettement. C'est cela. Pendant longtemps, nous l'avons dit et les autorités nous ont suivis. Ils ont imposé le casque et c'est salutaire parce que plusieurs fois, nous avons vu des jeunes tomber de leur moto et le crâne, la tête qui se fracasse contre le trottoir Oui. et la mort s'ensuit. Vous voyez le crâne d'un être humain éclaté comme une calebasse. Ah oui, absolument. Avec le cerveau qui se déverse. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce à nos autorités, nous n'avons plus beaucoup de ces cas. C'est ça. C'est vraiment heureux. C'est ça. Il faut le souligner. Et il faut vraiment le souligner. Alors, par rapport à cela, vous savez que, et vous me l'enseignerez d'ailleurs en médecine, ce qui intéresse surtout les populations, c'est la prévention. La prévention, c'est-à-dire parce que on sait qu'il y a la pathologie qui est là, il y a la maladie qui est là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut se comporter pour ne pas en arriver là, pour ne pas en arriver à ces situations? Donc, de la prévention, est-ce qu'on peut en parler? C'est vrai que l'une des premières préventions, dans le cas des accidents, on va dire prévention, excès de vitesse, non. Ça, c'est une première prévention. Absolument. Parce que si vous voulez vous préserver de ces accidents de circulation, il ne faille pas courir, il faut pas filer. Donc, c'est la première prévention. Maintenant, d'autres préventions, par exemple, pour ne pas en arriver à ces situations désastreuses, professeur, je crois que vous pouvez nous dire, pour permettre aux gens de savoir et de prendre leurs dispositions, professeur. Je vous remercie. La prévention est capitale. Parce que je vous ai décrit sommairement les soins qui sont administrés aux patients, aux blessés, mais ces soins-là coûtent excessivement cher. Ah oui. Donc la prévention est capitale, c'est la meilleure voie. Et donc,
c'est important. C'est pour ça que je vous dirais la première prévention, c'est l'acquisition, l'apprentissage du code de la route. C'est cela. Nos motocyclistes, en tout cas ceux qui en font leur gagne-pain, Oui. parce que je ne dirais pas métier, c'est pas un métier selon moi, mais ils en font un gagne-pain. C'est les hymnes. Les aiment. Ce sont nos frères qui viennent du village. Voilà, exactement. Ils arrivent le dimanche soir et ils ont leur moto. Ils sont incapables de vous dire le sens du feu vert et du feu rouge. Ils ne connaissent pas la différence. Lorsque vous avez des lignes tracées sur le goudron, puisque nous avons des belles routes maintenant, il y a les lignes discontinues, il y a les lignes continues, avec les interdictions de passer d'un côté ou de l'autre. Ils ne savent pas ce que cela signifie. On leur demande de rouler sur le couloir de droite et laisser la partie centrale de la route aux automobilistes. Ils ne respectent pas cela, mais en fait, je pense qu'ils ne savent pas pourquoi on leur demande ça. C'est cela. Avant même de penser à une réticence, je n'ai pas le sentiment que c'est une façon d'être récalcitrant, mais c'est l'ignorance. Absolument, absolument. Il faut les obliger, il faut instaurer l'obligation du code de la route Oui. avant d'être autorisé à conduire des motos. D'autant que, en faisant de cela leur gagne-pain, ils prennent à califourchon des âmes innocentes, Oui. leurs clients, leurs clientes, dont ils ont la vie Entre les mains. dans leur guidon. Et ils prennent des risques inconsidérés C'est ça. en roulant à tort et à travers. C'est ça. Vous êtes dans un feu rouge, toutes les voitures sont arrêtées, et dès que vous voyez le feu passer au vert, il y a une moto qui vient ou de la droite ou de la gauche à toute vitesse, qui fuse et qui passe transversalement devant toutes les voitures qui sont en train de démarrer. Comment pouvez-vous comprendre ça? Il se met en danger puisque les voitures voient le feu vert et les automobilistes vont démarrer, ils vont rouler. Et lui, il passe devant. La gravité de ce risque dépasse, à mon avis, la désobéissance. Je crois que l'ignorance est responsable de ces comportements-là. Il faut nécessairement en arriver à les obliger à passer un permis de conduire dont la partie code de la route sera la plus importante. C'est ça, absolument. Le deuxième niveau de prévention, vous en avez parlé, Oui. c'est l'excès de vitesse qu'il faut éviter. Et aujourd'hui, nous voyons des radars sur les routes qui permettent de contrôler la vitesse et qui obligent les gens à ralentir. Je pense que c'est un bon début. Il faudra continuer à multiplier les radars pour obliger les conducteurs à ralentir. C'est ça. Ensuite, il y a l'alcool au volant. Et ça, c'est la maladie qui commence le vendredi et qui se termine le dimanche à minuit ensemble. Mon technicien en train de rire là. Nous, Béninois, nous sommes des sportifs de Agor. Agor. Les enterrements. Ah oui, absolument. Les manifestations les manifestations festives. Nous en sommes des champions. Absolument. Puisque nous passons, je ne peux pas vous dire le nombre d'habits que j'ai cousus pour aller à des enterrements. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Donc, nous aimons ça. Et quand nous y allons, nous ne sommes pas modérés dans la consommation de l'alcool. La bière, le vin, le whisky et tout ça. Et puis, à la fin, il faut reprendre la route et rentrer chez soi. C'est ça. Quelle que soit la distance qu'on a parcourue pour aller à la fête. Si c'est une fête à Cotonou et qu'on va faire 2-3 km pour rentrer chez soi, c'est encore moins grave, je dirais. Mais quand on se rend au village et qu'on doit revenir en faisant 100 km, 120 km, et bien souvent, avec les effluves de l'alcool, on est désinhibé, on n'a plus peur. Oui, absolument. Et on appuie sur l'accélérateur. On roule très vite. C'est ça. Et souvent, les voitures sont pleines avec les cousines, les sœurs qui veulent être déposées et ramenées à la maison. C'est ça. Et souvent, c'est des catastrophes lorsque ces véhicules rencontrent un camion ou un autobus sur la route. C'est cela. Il y a un phénomène
qui commence à prendre de l'ampleur aussi chez nous, qu'il ne faut pas oublier, c'est la consommation de la drogue. C'est cela. En dehors de l'alcool, les jeunes maintenant se mettent à consommer facilement de la drogue. Et c'est des stupéfiants qui ont le même effet que l'alcool. Oui, forcément. La perte de la vigilance et l'inhibition de la retenue. Donc, ils exagèrent dans la vitesse. Donc voilà un peu des choses qu'il faut éviter, qu'il faut prévenir. Alors, avant d'aller vers les auditeurs, je voudrais vous poser une petite question. On a l'impression que votre département n'attend que les casses. C'est-à-dire, en traumatologie, vous êtes là et c'est quand il y a les casses que vous travaillez. Est-ce que, bon, je veux parler de... ça, c'est en aval, ça. Vous attendez en aval, quand les gens font accident, ils viennent, c'est vous, ou bien quand il y a des casses, c'est vous. Mais avant cela, en amont, est-ce que le Béninois lambda, par exemple, peut se dire, c'est vrai qu'il ne va pas faire de l'excès de vitesse, il ne va pas prendre de l'alcool en excès, il va pas. Est-ce qu'il y a d'autres préventions pour être sûr, si je suis ces mesures préventives-là, je suis presque sûr que je n'irai pas vers la traumatologie. Est-ce que, bon, à moins qu'il n'y en ait pas, à moins, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis, à moins qu'il n'y en ait pas, un Béninois qui est là, il a entendu parler de la traumatologie, il sait que de ce côté-là, c'est les têtes cassées qui sont là, des gens qui baignent dans le sang, qu'on amène là, en urgence, et tout, et tout, et tout. Bon, lui, il rêve ne jamais aller là. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour qu'il reste dans sa tranquillité, pour qu'il vive bien, parce que lui, il est sûr de lui-même, il sait que il ne va pas faire d'excès de vitesse, il ne va pas prendre de l'alcool en excès, il ne va pas faire la drogue, etc., etc. Mais maintenant, en dehors de ça, est-ce que le Béninois, il y a des choses qu'il peut faire tous les ans, par exemple, ou bien vous voulez parler du bilan? Enfin, il n'y a pas de bilan là, puisque... Donc, vous pouvez vous prononcer dessus, professeur? Alors là, c'est un peu plus délicat. Il faut éviter, en dehors de l'alcool, de la drogue, il faut éviter de prendre le volant après un repas copieux. Parce qu'après un repas copieux, surtout à un certain âge, on a tendance à s'endormir. C'est cela. Donc, on peut s'endormir au volant sans avoir pris de l'alcool. Donc ça aussi, il faut l'éviter. Ce que je peux conseiller, par exemple, c'est de prendre l'habitude d'avoir un chauffeur lorsqu'on veut faire des déplacements importants et aller sur des lieux de réjouissance pour que le retour soit facilité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il faut par exemple faire des bilans au niveau des yeux. Voilà. La vision. C'est ça. Voilà, il faut que vous ayez une bonne visibilité. Voilà. Et si vous avez des problèmes de vue, portez des lunettes, des verres correcteurs pour avoir une bonne visibilité lorsque vous êtes au volant. Et il faut aussi, pour certaines personnes qui ont le diabète par exemple, on ne le sait pas. Le diabète, c'est l'augmentation du sucre dans le sang. Oui. Mais ces personnes-là, lorsqu'elles sont traitées, leur médicament fait baisser le taux de sucre. C'est cela. Et si le taux de sucre baisse exagérément, ça peut donner des vertiges, des malaises, voire une perte de connaissance. Donc, il faut manger modérément, pas en excès, c'est ça. Mais il ne faut pas être à jeun. Il ne faut pas avoir le ventre vide et prendre le volant parce qu'on peut être victime d'un malaise. Absolument. D'ailleurs, ce risque existe aussi sur les chantiers. Lorsque vous voyez des jeunes manœuvres ou des ouvriers, des peintres bâtiments, des carreleurs qui montent sur des échafaudages et qui sont à jeun, ils peuvent faire un malaise en haut et tomber. Ça provoque des blessures graves. C'est ça. Et donc, là aussi, il faut une prévention sur les chantiers. Il faut donner des conseils aux ouvriers, il faut les former un peu. Absolument. Et il faut que les techniciens, les ingénieurs qui sont responsables des chantiers s'occupent un peu
de leurs ouvriers et les mettre dans des conditions de sécurité. Absolument. Pour le travail. À la maison, chez les personnes âgées, moi je conseille facilement d'éviter les tapis. Les tapis dans les salons et dans les chambres. C'est un luxe parce que ça permet de marcher sur un terrain un peu doux, Oui. assez confortable. Mais vous savez, les bordures des tapis se recourbent parfois et constituent des petits obstacles au niveau des orteils. Lorsque une personne âgée quitte sa chambre pour aller à la toilette la nuit et revient et qu'il n'y a pas de lumière, son pied peut s'accrocher dans le tapis. Ça Absolument. peut être une cause Oui, de oui. chute. Quelquefois, c'est les tables basses au salon, les tables d'apéritif qui sont assez basses. Et on peut, surtout quand on ne voit pas bien C'est ça. ou qu'on oublie de prendre ses lunettes, on laisse ses lunettes sur la table, on dit bon, je vais juste prendre un verre à la cuisine, on revient, on peut se cogner Oui. la jambe contre une table basse, Absolument. ça fait tomber et voilà Ça y des est. occasions de chute et Forcément. de blessures. Forcément. D'autre part, il y a des douches qui sont, je dirais, à l'air libre. Chez des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, la douche est en terre de bar, en argile, et en saison de pluie, l'argile humide Ah est oui. glissante. Oui, absolument. Ça peut faire tomber. Donc voilà un petit peu les aménagements qu'il faut faire chez soi, la façon de se comporter, que l'on travaille sur le chantier ou si on va faire des sorties C'est ça. de plaisir. Il y a des petits comportements qu'il faut corriger pour éviter d'être victime des accidents. Très bien, professeur. Mais je ne suis pas exhaustif. Non, mais Ce que j'ai dit, ce n'est que Bien sommaire. sûr, absolument. Et là, je l'ai dit d'entrée, je vous l'ai dit, on ne peut pas tout citer. Voilà. On ne peut vraiment pas. Mais non, je sais que vous êtes dense, éminent professeur Hans Moevi. Non, d'ailleurs, c'est une chance pour Radio Cotonou de vous avoir dans ces studios. Vous Je vous même, remercie. non, vous ne pouvez pas mesurer votre célébrité dans ce domaine. Oui, bien sûr, je n'exagère certainement pas, professeur. Nous allons, à présent, avec votre permission, nous allons ouvrir l'antenne aux auditeurs qui attendent déjà. Ils vont exprimer leurs préoccupations. C'est parti. Préoccupation des auditeurs. Premier auditeur ce soir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, c'est vous. Voilà, c'est monsieur? Monsieur Prosper d'Étonnant. Ah, monsieur Prosper. Oui. Ok. Très bien. Votre question? Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir, monsieur Prosper. Je voudrais demander, quelqu'un qui fait un accident et qui se casse la jambe, qui va faire l'enclouage, il faut combien de temps pour marcher? Il faut combien de temps pour enlever l'enclouage? Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre question. Merci. On va passer au deuxième auditeur. Allô? Voici le deuxième auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Béra. Comment allez-vous, mon cher ami? Je vais bien, vous. Oui, ça va. Je réponds au nom de Benoît Fadongo. Oui, je m'en doutais, oui. Benoît Fadongo. Oui, je salue votre spécialiste que vous avez amené. Oui, merci. Et je voudrais demander, lorsque c'est une intervention chirurgicale, Oui. au niveau de la tête, par exemple, Au niveau de? au niveau de la tête, D'accord. Au niveau de la tête, oui. oui, je voudrais demander à votre idée entre le neurologue et eux, spécialistes, Oui, qui est le plus sollicité? c'est cela. Qui Qui est le plus sollicité? C'est bien ça? Sollicité, oui, sollicité. Voilà.
lorsqu'il s'agit d'une intervention chirurgicale Oui. Au niveau de la tête. Voilà. D'accord. Très bien. Ok. Merci. C'est moi. Troisième auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, monsieur? Très bien. Oui, oui. Je remercie beaucoup le professeur Oui. pour la quantité de ce qu'il nous a enseigné. C'est un enseignement, on a suivi un grand cours de traumatologie. Hein. Ah oui, c'est un professeur, oui. Oui, oui. Il mérite le titre. Ah oui, bien sûr. Oui. Maintenant, moi, c'est un petit apport. Papa Yafa. Vous ne vous êtes pas présenté. Ah, Yafa. Papa Yawedeu. Ok, allez-y. Mon petit apport, c'est la spiritualité toujours. Hein. Spiritualité. Oui, oui, je sais. Oui. J'ai l'habitude, lorsque j'étais en activité, quand tout est prêt, je m'en vais me coucher. Je dis aux gens, je viens dans 5-10 minutes. Je m'endors un peu, j'ai l'habitude de leur dire que je m'en vais là où je dois aller avant de me mettre dans la voiture. Oui. C'est où? Et bon, pour tout bon médecin, c'est Dieu d'abord. Ah oui. Est-ce que c'est son cas? Je confie tout à Dieu d'abord. Oui. Merci. Merci beaucoup. Papa Yafa. Ah oui, Dieu d'abord. Et voici un quatrième auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur René. Comment ça va, madame? C'est bien, madame, hein? C'est bien, madame. C'est Mémé Maouna Marie-Jeanne Chantal. Ah, Mémé Maouna. Comment ça Oui. va? Ça va, mon cher René. Oui. Et saluez-moi, notre professeur. Oui, bon, s'il entend. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur le professeur. On vous a suivi de long en large. Je vous remercie. C'est juste pour vous soutenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous les mardis soirs, j'essaie la ligne, mais impossible de le trouver. Ah, c'est ça. Ben, Ça m'étonne maintenant que je l'ai essayé une fois et ça a marché. ah, et ça a marché, vous avez de la chance. Bon courage, hein, madame. Merci, Popo. Bon courage, oui, oui. Merci, merci. Allez, Ok, bonne soirée, oui, oui. Oui, alors, un autre auditeur au bout du fil. Je crois le cinquième auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir, Joanne. Comment ça va, mon ami? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va. Eh, monsieur? Monsieur Bukovo, Sahondi Amou. Ah, monsieur Bokovo. Ok. Je salue le professeur. Ok. Bonsoir, monsieur Bokovo. Bonsoir, professeur. Comment vous allez? Bien, merci, et vous-même? D'accord. Mes préoccupations, au début, le doyen parlait de 4. Et puis, nous protège beaucoup au début de la voix. Oui. Je voulais demander à notre chef professeur si les casques que nous portons aujourd'hui au Bénin, au fond, au nord, ou bien c'est un semblant composé. Ah oui. Et il y a une chose, je voulais lui demander qu'est-ce qu'il pense de ces gens-là qui essayent de faire un peu leur travail quand on dit mais oui, mais quoi. Et puis, même si la personne a un traumatisme comme il est triste, on dit bon, on va essayer de lui marcher et puis ça va passer, et puis ça marche. Qu'est-ce qu'il pense de ces gens-là? Est-ce que c'est à 100% efficace ou bien ce n'est pas du tout bon de faire beaucoup à ces gens-là pour C'est ça. régler ce problème-là? Massage. Voilà. Ok. Voilà, oui. Très bien. Merci, doyen, à tout moment. Merci beaucoup. Bonne soirée. On va prendre encore un auditeur. Allô? Allô? Ah, il est parti. Donc, on va prendre un dernier pour cette première tranche. Bonsoir. Bonsoir, monsieur René Berras. Comment allez-vous, madame? Ça va très bien chez vous. Oui, ça va, madame. C'est madame Asaba Léocadie. Ah, Léocadie Asaba. Oui. Bon, très bien.
Je salue le professeur. Ok. Bonsoir, Madame Lecadi. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Bien, merci. Ok. Je vous ai suivi de long en live. C'est juste pour vous dire bonsoir et vous soutenir. Ah bon. C'est gentil. Merci beaucoup, Très bien. Madame Assaba. Ok. Très bien. Bonne soirée, Madame Assaba. Merci. Voilà. Donc, je vais remettre la parole au professeur pour déjà répondre à ces 6 premiers auditeurs. Et puis après, on va voir, on va ouvrir une dernière liste. Voilà. Professeur, c'est à vous. Merci, Monsieur Béwa, Monsieur le journaliste. Alors, nous avons eu quelques questions auxquelles je vais essayer d'apporter des réponses. Je commence par Monsieur Prosper qui demande le délai pour la reprise de la marche après une opération d'enclouage. Lorsqu'on fait un enclouage, le patient peut remarcher dès le lendemain, mais on ne l'autorise pas à appuyer le pied au sol, parce que quand il appuie le pied au sol, il met le poids de son corps sur l'os cassé qui n'est pas encore consolidé et sur le clou. Donc, ça comporte un risque de démontage, mais il peut commencer à marcher de façon précautionneuse dès le lendemain. Après 1 mois et demi, ça fait environ 45 jours, il peut commencer à appuyer, à mettre son pied au sol et à appuyer avec des cannes. Et progressivement, il va abandonner les cannes lorsqu'il va se sentir en sécurité. Il faut attendre 1 an et demi pour enlever le clou, mais la décision de cette deuxième opération se prend sur la radiographie qui nous montre, qui nous permet de voir que l'os est réellement consolidé, c'est-à-dire que la fracture est soudée et donc on ne voit plus le trait de fracture sur la radiographie. À ce moment-là, on peut enlever le clou. Pour M. Fadonoubo, qui demande les opérations de la tête entre le traumatologue et le neurochirurgien, je pense que c'est ce qu'il voulait dire, il a parlé de neurologue, mais c'est le neurochirurgien qui est le mieux indiqué. Alors, je vais vous dire, pendant longtemps, nous n'avions pas de neurochirurgien au Bénin. Les traumatologues, les chirurgiens traumatologues ont dans leur formation une partie où on apprend à ouvrir le crâne et à opérer le crâne, à évacuer les hématomes et sauver les vies des accidentés. Quand il s'agit donc des conséquences des accidents, le traumatologue est outillé, formé pour opérer la tête. Mais depuis que les neurochirurgiens sont formés et qu'ils sont disponibles dans le pays, ils sont spécialisés dans cette pathologie-là. Donc c'est eux qui sont les mieux indiqués pour prendre en charge les traumatismes crâniens. Néanmoins, toutes les contrées de nos pays ne disposent pas de neurochirurgiens. Et même les traumatologues, il n'y en a pas suffisamment pour occuper toutes les villes et tous les hôpitaux de notre pays. À partir de ce moment-là, les chirurgiens traumatologues peuvent continuer de sauver des vies là où le neurochirurgien n'est pas disponible. J'espère avoir rassuré cet auditeur. Papa Yafa, je suis totalement en phase avec vous. Je suis un croyant et je confie tout à Dieu. Et je peux vous faire la confidence que je ne commence pas une opération chirurgicale sans avoir prié. Je confie mon travail à Dieu afin qu'il m'éclaire, qu'il m'inspire pour que je sois utile à mes patients. Formidable ça. Et Monsieur Bokovo pose la question sur les normes des casques. Alors, il faut que le casque soit solide, il faut que la coque soit bien solide et les meilleurs casques sont ceux qui ont une partie qui recouvre le menton. Là, il y a une partie rigide qui descend et qui tourne autour du menton. Parce que si le casque recouvre uniquement la tête, ça protège la tête, mais la partie mentonnière aussi peut se fracasser sur le sol et être l'objet d'une fracture. On parle de fracture de la mandibule.
c'est-à-dire de la mâchoire. Or, si le casque est complet, qui comporte cette partie-là, qui protège le menton, alors toute la tête est protégée. Ce qu'il y a aussi, c'est que si vous avez un casque qui n'a pas cette partie-là, vous avez au moins une sangle qu'il faut attacher. Il ne faut pas oublier d'attacher la sangle. Parce qu'en cas de choc, vous ne savez pas ce qui se passe. Si la sangle n'est pas attachée, le casque va quitter la tête. Oui, absolument. Et votre tête devient nue. Et votre casque n'aura servi à rien. Rien du tout. Donc, il faut forcément attacher la sangle lorsqu'on porte un casque. La question concernant les tradis praticiens, je pense que c'est bien de ça qu'il voulait parler. Les tradis praticiens ont une science. Ils ont des connaissances que je peux dire qui sont véridiques. Ces connaissances-là sont des connaissances transmises de génération en génération. Je pense que c'est une richesse endogène pour l'Africain. Vous savez, il existe aujourd'hui la médecine chinoise qui n'a rien à voir avec la médecine occidentale que moi je suis allé apprendre en Europe du temps de ma formation. C'est ça. La médecine chinoise, c'est une médecine de chez eux qui règle les problèmes de leur population. Et nous avons aussi notre médecine chez nous. Malheureusement, notre médecine a été galvaudée, minimisée, jetée ou déconsidérée, à tel point que ceux qui détiennent ce savoir-là restent dans leur coin. Nous devons réfléchir à valoriser ces Béninois qui ont ce savoir, les aider à se faire reconnaître sur le plan national et ensuite sur le plan international pour que ce savoir-là puisse servir à l'humanité entière. Absolument. Après avoir servi à nous, Béninois. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, il y a quelques détails que je vais peut-être apporter. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure de l'os de la cuisse, qui est le fémur, l'os est long. C'est un os long. Quand il se casse, les tradis praticiens ont les techniques qu'il faut pour permettre la consolidation de cet os. Mais lorsque la tête du fémur est cassée, là, la fracture se trouve à l'intérieur d'une jointure, d'une articulation. Et à ce niveau-là, la consolidation se fait mal. Ah oui. Très mal. Et donc, et surtout quand l'os est déplacé, il faut ouvrir l'articulation, pas une opération chirurgicale pour aller reconstituer l'os ou remplacer par une prothèse. Et ça, cela échappe à nos tradis praticiens parce qu'ils n'ont pas les moyens d'entrer dans une articulation dans des conditions de sécurité, aller faire le travail et ressortir sans que le patient n'ait une infection. Donc, il y a un discernement à avoir. Il y a un certain nombre de fractures, de lésions que les tradis praticiens peuvent soigner sans problème. Et il y a un certain nombre de lésions qu'il vaut mieux laisser aux chirurgiens modernes pour que les patients n'aient pas des complications. Voilà. Malheureusement, ils ne savent pas s'arrêter et bien souvent, on voit des gens qui viennent avec des complications après être passés chez les tradis praticiens. Et là, voilà, c'est tard, quoi. Voilà un peu ce que vous pouvez dire. Je peux apporter comme réponse sur cette question. Très bien, professeur. Je crois que c'est la fin de cette première partie. On va encore prendre 2 auditeurs très rapidement et je crois qu'on va faire le compte là. Allô, bonsoir. C'est Papa Yafat qui a l'honneur. Ah, c'est Papa Yafat. Oui. Ok. Merci beaucoup. Il vient d'aborder un domaine qui voudrait que j'ai son numéro. Bon, on va le faire à la fin de l'émission. Ok, merci. Ok, merci bien. On va passer à un autre auditeur, peut-être le dernier. Le temps étant parti. On va
prendre 2 autres quand même, parce que je crois que on a encore quelques 5 minutes. Ah oui, ça va vite, professeur. Et quand ce que vous dites est alléchant, eh ben, on ne voit pas le temps passer. Absolument. Eh ben oui, parce que les auditeurs ne sont pas très habitués à votre déontologie. C'est la déontologie de la traumatologie. Ben, on comprend bien. Hein? Mais ça va venir progressivement. Voici un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. C'est Simon la psychologie. Ah oui, 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 le grand doyen. Ok. Oui. Je voudrais remercier le médecin, le professeur. Oui. Et ajouter une forme de prévention lorsqu'on rencontre les jeunes qui ne connaissent pas le code, qui font n'importe quoi. Ah oui. Il faut forcément conduire avec eux. C'est-à-dire, s'ils sont en train de tirer, il faut leur défendre correctement. Ne faites pas, etc. Un peu ça aussi aide aussi, parce que sinon, si vous tombez sur la moto, là vous conduisez dans le décor, et c'est dommage. C'est cela. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à ce que le professeur a dit. C'est cela. Je vous remercie beaucoup pour sa présence. Ok. Merci beaucoup, Simon Narcisse, et bonne soirée à vous. Un tout dernier, je crois. Un tout dernier, je vais voir mon chrono. Un tout dernier, et puis le professeur va ramasser cela. Pour ces 3 auditeurs, ramasser en 1 minute, c'est possible. 1-2 minutes, professeur. Alors, ça ne vient pas. Donc, on va demander au professeur de répondre déjà à ces 2 ou 3 derniers auditeurs. Ils n'ont pas posé de questions. Hein. Non, je crois qu'il a appuyé ce que vous venez de dire. Voilà, il y a un dernier. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur Nebera. Oui, bonsoir, monsieur. Vous êtes monsieur? Monsieur Georges Agbo. Ah, Georges Agbo. Ok. Oui. Bon, je voudrais demander au professeur Oui. si, après une chirurgie, Oui. Avant la chirurgie, il faut une anesthésie locale. Oui. Est-ce que l'anesthésie peut avoir un effet secondaire sur la chirurgie? C'est ma question. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Et sans transition, je passe le micro au professeur Hans Moevi. Merci, monsieur le journaliste. Merci à monsieur Agbo pour sa question. C'est vrai qu'il faut une anesthésie pour opérer un patient, sinon personne ne supporterait à vif de voir c'est sûr, hein. ses jambes ou ses bras coupés. Ah oui. Bien sûr. Alors, l'anesthésie peut être locale, c'est-à-dire qu'on met l'anesthésie juste sur le point où on va faire l'incision. L'anesthésie peut être régionale, c'est-à-dire qu'elle va endormir une partie du corps, par exemple, et lorsqu'on fait la piqûre dans le dos, au niveau de la colonne vertébrale, ça peut endormir les 2 jambes, les 2 membres inférieurs. Et puis, il y a l'anesthésie générale où le patient est endormi totalement. Le choix de la méthode, de la technique d'anesthésie incombe aux spécialistes anesthésistes qui travaillent avec nous dans les blocs opératoires. Les effets secondaires dont vous parlez peuvent survenir. Ils sont souvent bénins, ils sont souvent pas très graves. Mais ça peut survenir et ça s'estompe dans les heures qui suivent l'acte opératoire. C'est très rare d'avoir des effets secondaires ou des complications graves de l'anesthésie parce que les médecins anesthésistes sont extrêmement prudents. Ils font des bilans très poussés pour justement prévenir ces complications-là. Donc voilà un peu, je ne peux pas citer tous les effets secondaires possibles, toutes les complications possibles, mais il y en a, c'est rare et souvent ce n'est pas très grave. Voilà ce que je peux vous répondre. Voilà, professeur, éminent professeur Hans Moevi,
Aristote. Merci infiniment d'être venu dans ce studio, nous apporter le savoir en traumatologie. Je crois que vous êtes dedans, ce n'est pas la peine que je le répète. Et tout le plaisir pour nous de vous rappeler encore autant que besoin. Et vraiment, je vous remercie au nom de Radio Cotonou et au nom des auditeurs. Dieu vous bénisse abondamment, professeur. Amen. On se donne rendez-vous à une autre occasion. Merci. Avec plaisir. Bien sûr. Alors, vous donnez votre numéro parce qu'il y a quelqu'un qui avait demandé. Vous pouvez le donner. Voilà. Alors, 01. Oui, 01. 97. Oui, 97. 98. 98. 36. 36. 00. 00. Oui, voilà. Merci beaucoup. Et bye bye. Ghislain Agbangba sur la technique Job Chikpe, prise de vue, et en direct avec vous, votre fidèle serviteur, René Bewa. Merci à toutes, merci à tous. On se revoit mardi prochain, 20h.